Voilà. Bon, allez, donc je vais y aller. Donc, booster votre management avec la sincérité bienveillante, c'est une présentation du livre, en fait, que je vous propose de faire, mais extrêmement raccourci parce que c'est un livre très dense et il faudrait beaucoup plus de temps si on voulait vraiment entrer dans les détails. Mais ça vaut la peine. Donc, le livre original, c'est Radical Candor de Kim Scott. Donc, comment ça va se passer? 30 minutes pour la présentation, 15 minutes pour discuter un peu. Et si vous êtes intéressé par le diaporama, vous le demandez, vous le recevrez. Et comme je vous ai dit, c'est plutôt dense, donc je vais aller un peu vite. Donc, si vous trouvez que c'est trop vite, etc., n'hésitez pas à me le dire. Donc, vous pouvez ouvrir les micros. Voilà, ne vous gênez pas si vous avez des choses à dire ou vous pouvez aussi les noter dans le chat. Et envoyer des petites mains qui se baladent. Ok, donc qui est Kim Scott? C'est une ancienne cadre dirigeante de chez Google. Elle a dirigé les opérations, mais aussi AdSense et YouTube. Donc voilà, pas n'importe qui au niveau du management. Ensuite, elle a été débauchée par Apple et elle est devenue une figure clé de l'Apple University. Et aujourd'hui, elle a fondé une start-up pour coacher les gens et enseigner sa méthode, donc qui s'appelle Radical Candor. Dans son cabinet radical, enfin cabinet Candor, et elle conseille des grosses entreprises de la Silicon Valley. Alors, je vous propose de faire un petit quiz, comme ça. Prenez un bout de papier à côté de votre bureau et notez juste à chaque fois la lettre, vous voyez? Donc, il y a une question, un collègue a fait une erreur qui a impacté négativement un projet important, comment réagissez-vous? Donc, lisez les réponses et notez sur un bout de papier E, R, D ou A. C'est bon pour tout le monde? Question suivante. Donc, pour ceux qui viennent d'arriver, on est au milieu d'un quiz. Prenez un bout de papier, lisez la question, lisez les réponses et choisissez entre D, R, E et A. Il y a une petite lettre à la fin de chaque réponse. Donc, vous notez la réponse qui vous correspond le plus. Et je passe à la question suivante. Un de vos subordonnés a récemment fourni un travail exceptionnel. Comment le lui faites-vous savoir? C'est bon? OK. Avant-dernière question. Donc, vous remarquez qu'un collègue semble démotivé ces derniers temps. Comment abordez-vous la situation? OK. Et dernière question. Donc, un membre de l'équipe a présenté un projet devant des clients, mais sa présentation était mal préparée. Comment gérez-vous la situation? OK. Donc, c'est bon pour le quiz, c'est fini? On passe à autre chose. Alors, gardez les résultats sous le coude, on y reviendra, mais d'abord, on va parler un petit peu de qu'est-ce que c'est que cette histoire de radical candor ou sincérité bienveillante. Donc, l'idée, quand même, derrière, c'est de créer une équipe ultra performante. Les objectifs d'un manager, c'est de gérer une équipe ultra performante. Ça veut dire quoi? Une équipe qui fait bien son travail, une équipe où les gens se sentent bien et une équipe qui atteint ses objectifs. Alors évidemment, si elle peut faire encore mieux et les dépasser, c'est très bien aussi, mais déjà qu'elle atteigne ses objectifs. Alors pourquoi la franchise bienveillante? Qu'est-ce que ça fait là-dedans? Donc la franchise bienveillante, c'est une méthode de management en fait. Ce n'est pas une méthode seulement de feedback, mais c'est vraiment une méthode de management qui est basée sur le feedback.
Donc, le rôle du manager, c'est de placer les bonnes personnes aux beaux endroits, de les aider à travailler ensemble en donnant le meilleur d'eux-mêmes et de les faire progresser pour atteindre des résultats exceptionnels pour l'entreprise et pour eux-mêmes. Et l'ingrédient magique du manager est sa capacité à installer dans son équipe une culture de feedback. Donc ça, c'est le propos qui sous-jacent tout ce livre et cette méthode. Donc c'est vraiment, enfin pour moi, c'est ce qui est intéressant, c'est de remettre le manager dans son rôle qui n'est pas de faire le travail ou de faire le travail en dirigeant chacun, mais vraiment de créer une équipe qui, en tant qu'équipe, est capable d'atteindre des résultats exceptionnels, mais aussi que les gens puissent donner le meilleur d'eux-mêmes, se sentir bien. Donc le rôle du manager est plus un rôle de gestion de personnes que de gestion de travail. Alors, qu'est-ce que la sincérité bienveillante? On a un premier axe, c'est l'axe de l'attention personnelle. Et on a un second axe qui est celui de la remise en question frontale. Et donc, dans les 4 cases, on a dans l'attention personnelle. Alors, attention personnelle, quand on dit attention personnelle, il s'agit bien de donner de la vraie attention et vraiment personnelle. Donc, ce n'est pas juste des mots, c'est de s'intéresser vraiment aux personnes. On revient au rôle du manager, c'est une, je le redis, hein, c'est une méthode de management. Donc, ça veut dire que le manager doit vraiment faire attention à chacune des personnes qui est chez lui. Il gère des gens. Le manager gère des gens. Donc, il doit connaître les gens et il doit bien s'occuper d'eux. C'est un peu comme ses enfants, disons, pas totalement pareil, mais ça ressemble. Voilà, vous avez une responsabilité en tant que manager. Les managers ont une responsabilité vis-à-vis des personnes qui travaillent avec elles. Donc, donner beaucoup d'attention personnelle, mais sans remise en question frontale, c'est-à-dire en étant incapable de faire du feedback, on va le dire comme ça pour l'instant, ben, ça va mener à ce qu'on appelle l'empathie, ce qu'elle appelle l'empathie dévastatrice. C'est-à-dire, oui, non, mais ça va, c'est pas grave, tout va bien, t'inquiète pas, etc. Mais avec ce genre de feedback, avec ce genre de manager, la personne ne sera peut-être même pas consciente qu'elle ne fait pas bien le travail et surtout, elle ne pourra pas avancer puisqu'elle pense que tout va bien et que tout se passe bien. Vous connaissez des histoires comme ça de ne pas avoir donné le feedback et les gens ont continué à faire en pensant que c'était OK? Oui. Moi, j'ai perdu ma start-up à cause de ça, il y a des années. Mais bon, je n'avais pas entendu parler de méthode de management avant. Mais l'empathie dévastatrice, j'ai bien connu. Beaucoup connaissent l'empathie dévastatrice. Alors, à l'opposé, ceux qui sont tout à fait capables de faire une remise en question frontale, aucun problème, mais il n'y a pas l'attention personnelle. Ils s'en fichent complètement des gens. Donc, ça va être des gens avec ce qu'elle appelle, Kim Scott, l'agressivité insupportable. T'es nul, qu'est-ce que t'es un con, pourquoi tu fais ça, mais tu t'es pas rendu compte que ceci ou que cela. Vous voyez, c'est du feedback. Hein. On peut pas dire qu'il n'y a pas de feedback là-dedans, mais il est inaudible. Personne ne veut accepter ce genre de feedback qui est généralement centré sur la personne elle-même, mais de toute façon qui est agressive et qui est effectivement insupportable. Alors, on a aussi le pire des cas, presque, c'est quand il y a ni attention personnelle et ni remise en question frontale. Donc, c'est le double jeu manipulateur, c'est-à-dire on fait semblant que tout va bien, mais derrière le dos, on enfonce. Donc, ou du genre, ouais, non, mais c'était bien, avec un petit sourire moqueur ou des trucs de ce genre-là. Ou alors, on va dire aux autres, t'as vu, il s'est encore une fois planté, mais à la personne, on ne dira rien. Donc, un manager comme ça, je ne vous le souhaite pas. Et donc, ceux qui savent donner à la fois l'attention personnelle et une remise en question frontale, c'est ce qui s'appelle la sincérité bienveillante. Donc, c'est ça le radical candor. Donc, toute la méthode consiste à apprendre et à mettre en place une culture de sincérité bienveillante dans laquelle la remise en question frontale est admise, acceptée et utile parce qu'il y a une vraie attention personnelle. Donc, quand les gens savent que le manager est là pour eux et qu'il va les aider et qu'il a vraiment souci d'eux-mêmes, de leur bien-être, là, ils seront prêts à écouter et à prendre en compte la remise en question frontale. Donc, l'attention personnelle, comment on la crée? Donc, c'est la clé de la sincérité bienveillante et du management tout court. Donc, pour le manager, il s'agit de connaître et comprendre les motivations de chacun
Il s'agit de s'y intéresser réellement et profondément à chacune des personnes et à leur motivation. Donc, ça doit être sincère, hein, ça doit être vrai. Ça a été traduit d'ailleurs par sincérité bienveillante. Donc, aider chacun à évoluer au meilleur de ses capacités et de ses aspirations. Donc, quand on a à cœur d'aider chacun et d'être là aussi pour le bien-être de chacun, on ne va pas juste chercher à faire en sorte qu'il travaille au mieux, mais qu'il soit lui-même au mieux de ses capacités et aussi au mieux de ses aspirations. Et elle a donné un petit tip là-dessus que je vous transmettrai à la fin de la présentation. Donc, amener chacun à donner le meilleur de lui-même. Et ça ne peut venir que s'il arrive à travailler avec au meilleur de ses capacités et de ses aspirations. Là, les personnes peuvent donner le meilleur d'elles-mêmes et travailler en collaboration et apporter du support. Donc, c'est-à-dire en collaboration dans l'équipe, les uns avec les autres, mais avec le manager aussi. Donc, ce n'est pas seulement le collaborateur qui travaille avec le manager, mais le manager qui travaille aussi avec le collaborateur pour l'aider quand c'est nécessaire, lui apporter son support et son soutien quand c'est nécessaire, mais pas quand ça ne l'est pas. Et suivre les évolutions dans le temps, parce que les gens évoluent, les situations évoluent, donc il ne faut pas se faire des idées sur quelqu'un et les garder inamovibles. Une idée ou une opinion ou un jugement qu'on fait sur les gens, on ne peut pas s'empêcher d'en faire, mais ça doit rester, il faut être conscient de ça et pas s'arrêter là-dessus, savoir que ça évolue dans le temps. Alors, un des tips qu'elle donne, Kim Scott, c'est de reconnaître les superstars et les rockstars. Donc, les superstars, c'est les collaborateurs qui sont ambitieux, talentueux, et vous savez que ces personnes-là, elles vont progresser et elles vont aller vite et elles vont aller loin. Donc, elles vont peut-être pas rester forcément longtemps dans votre service, mais c'est pas grave, pendant qu'elles sont là, vous pouvez en tirer le meilleur et elles vont apporter des tas de choses intéressantes autour d'elles. C'est les flèches montantes. Et on a toujours tendance à les adorer et à les choyer. Mais en face, on a aussi les rockstars, qui souvent sont beaucoup plus discrètes, mais la rockstar est talentueuse, elle est fiable, elle est stable, c'est le pilier de l'équipe. Donc, on a souvent tendance à l'occulter, mais en fait, ça peut être certains experts ou des personnes qui sont toujours là pour donner un coup de main et qui sont toujours avec une remarque judicieuse. Donc, les rockstars ne cherchent pas forcément à monter, à progresser, elles ne sont pas forcément hyper ambitieuses, mais elles ne sont pas moins utiles à l'équipe que les superstars. Donc, une équipe performante a besoin des deux, les rockstars, donc les experts sur qui on peut toujours compter, et les superstars qui sont pleins d'idées, qui vont chercher à innover, bousculer, améliorer, mais eux, ils vont vouloir aussi passer vite à de plus hautes fonctions. En tant que manager, vous devez embaucher les uns et les autres selon les besoins de l'équipe et bien les reconnaître pour garder les rockstars et amener les superstars à s'accomplir au sein de l'équipe et à se développer au sein de l'équipe avant d'aller ailleurs. Donc ça, c'est vraiment le rôle du manager, de choyer aussi bien les uns que les autres. Alors, si on dit connaître chaque membre d'une équipe, on se pose la question de combien de personnes on peut vraiment connaître en tant que manager. Donc, ça ressemble un peu à Scrum pour ceux qui connaissent. Hein. Elle dit 5 à 10 personnes, c'est très bien. On peut tout à fait avoir le temps et donner de l'attention réelle à 5 à 10 personnes. Si vous devez manager plus de monde, ben, c'est intéressant de déléguer une partie du management à vos proches collaborateurs et ça fait un excellent entraînement pour les superstars. Vous voyez, c'est une des manières aussi de motiver les superstars, de leur permettre de leur déléguer donc une partie du management. Alors, comment construire et préserver une relation de qualité avec chacun? Les one-to-one. Alors, si vous connaissez un peu Good, vous savez que Good est un fervent défenseur, promoteur des one-to-one. 30 minutes par semaine, et c'est un temps qui est dédié aux collaborateurs. Donc, ce n'est pas un point opérationnel. Donc, ça, c'est primordial. Des entretiens d'évaluation de carrière, et ce n'est pas du tout, elle ne le prend pas du tout comme les entretiens annuels qu'on connaît. Il y aura une diapo à ce sujet, donc ça se passe 2 fois par an pour réviser les motivations, les ambitions, les ajustements nécessaires, etc. Donc ça fait partie vraiment de la relation de qualité qu'on mène avec les gens. Pratiquer bien sûr la sincérité bienveillante à tout moment et en commençant par demander du feedback pour soi. Et aussi, et c'est peut-être étonnant, mais une façon aussi d'être sincère et bienveillant, c'est de licencier vite et de façon bienveillante si l'adéquation entre la personne et le travail ne fonctionne pas.
Donc, c'est-à-dire que si quelqu'un ne correspond pas au travail qui lui est confié, ce n'est pas forcément la faute de la personne, c'est peut-être la faute au travail, mais de toute façon, la question ne se pose pas. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a une inadéquation entre la personne et le travail. Donc, ce n'est pas la peine de persévérer. Enfin, on essaye d'abord, bien sûr, d'aider, de voir si c'est juste quelque chose qui peut être surpassable. Mais si on s'aperçoit que ça ne marche pas, il ne faut pas laisser traîner la situation. Et licencier de façon bienveillante, elle a tout un chapitre là-dessus sur lequel je ne m'attarderai pas, mais généralement, c'est bien expliquer aux gens que c'est l'adéquation entre le travail et eux qui ne marche pas et les aider à trouver quelque chose de mieux. Donc, elle, personnellement, quand elle a licencié quelqu'un, elle garde le contact avec et elle essaye de les aider à trouver autre chose, s'ils sont intéressés. Parfois, il y a des gens qui ne veulent pas. Mais quand ils sont d'accord, elle essaye, et ça lui est déjà arrivé, de garder d'excellentes relations avec des gens licenciés qui ont fait des très belles carrières ailleurs, tout simplement. Alors là, on a vu donc l'attention qui est portée à chacun. Voyons un peu maintenant la remise en question frontale. Donc, revenons à votre quiz. Est-ce que vous avez eu une majorité de E, de R, de A ou de D? Est-ce que quelqu'un a eu que des R? Levez la main si quelqu'un a eu que des R. Que des R, d'accord. Donc, vous êtes déjà dans la sincérité bienveillante. Alors, il faut bien sûr avoir été totalement sincère quand vous avez répondu, pas dire ce qu'il faut faire, mais ce que vous faites réellement. Mais si vous n'avez pas eu que des R, si vous avez eu des E, des D ou des A, eh ben, vous voyez où vous vous trouvez. Donc, les E, ça veut dire mettre un peu moins d'empathie dévastatrice, donc pas moins d'empathie, mais apporter plus de remise en question, donc oser dire les choses. Si vous avez eu beaucoup de A, c'est l'agressivité qu'il faut réduire. Et si vous avez eu des D, ben, c'est les deux axes qui sont des axes de développement. Donc, c'est bien pour tous ceux qui ont mis du D ou du A ou du E, ben, il y a des axes de développement. Et ceux qui sont déjà dans le R, ben, autant en prendre conscience et maintenant, voyons comment on peut amplifier ça. Alors déjà, pourquoi c'est difficile d'être tout le temps dans la sincérité bienveillante? Parce que d'abord, il y a la peur du conflit. Il y en a qui n'aiment pas, parce qu'un feedback direct, ça risque de créer quelque chose d'inconfortable. Ça peut être par manque de compétences, on ne sait pas forcément comment faire, ou parce que la culture d'entreprise ne l'encourage pas. Les gens sont très politiques ou n'osent pas. Ça peut être juste pour éviter l'inconfort, parce que c'est jamais très agréable de donner un feedback négatif. Les positifs, c'est plus facile. Ça peut être la pression du temps, simplement. On n'a pas le temps, le feedback, c'est pas si important que ça. Tout le monde ne donne pas une importance énorme au feedback. Certains peuvent craindre de démotiver en se disant, si je dis quelque chose qui va faire être négatif à mon employé, ben, ça risque de le démotiver. Il y a aussi des biais de confirmation. C'est-à-dire, on sait déjà, ça servira à rien, on a déjà une opinion sur quelqu'un, donc on se dit, bon, bah, c'est pas la peine. Ça peut être aussi le manque de proximité. Dans des entreprises hiérarchiques ou avec le télétravail ou des choses comme ça, on ne sait pas trop comment faire, on ne voit pas la personne, il n'y a pas vraiment le moment. Ça peut être aussi une peur de l'erreur. On se dit peut-être que c'est moi qui me trompe, peut-être qu'en fait c'était pas mal, donc je vais peut-être pas, enfin voilà, essayer de pas. Et puis il y a la culture du nice guy, quoi. On veut être sympa, on n'a pas envie que les gens nous prennent pour une peau de vache ou un salaud. Donc on va rien dire. Et il peut y avoir plein d'autres raisons. Donc c'est pas facile. Mais si on le fait pas, qu'est-ce qu'on risque? Donc, diminution de je lis que le rouge, hein, diminution de la performance, manque de confiance, parce que les gens auxquels on ne dit jamais rien, ben, à un moment donné, ils ne savent plus où ils sont. La communication sera inefficace, il y aura une baisse de l'engagement puisqu'on n'a pas de feedback. On a peur des conflits, donc on ne le fait pas, mais en ne le faisant pas, on risque justement de laisser exploser des choses et finalement, on aura des conflits bien plus graves. L'innovation sera limitée, on aura du mal à identifier les talents et on va développer une culture d'entreprise toxique dans laquelle les choses ne se disent pas. Il y aura un impact sur la satisfaction des clients et une stagnation organisationnelle dans le meilleur des cas, hein, parce qu'il y a vraiment des entreprises qui coulent à cause de ça.
Donc, il est donc indispensable d'établir une culture du feedback pour favoriser un environnement de travail sain et productif au sein des entreprises. Alors, comment on fait? Déjà, on commence par demander du feedback pour soi-même. Donc, on pose des questions ouvertes pour ça. Est-ce que tu as aimé ma présentation? Oui, non. On demande qu'est-ce que je peux faire de plus ou qu'est-ce que je peux faire de moins ou qu'est-ce que je peux faire de mieux. Donc, ça, c'est une bonne question. L'idée, c'est des questions ouvertes. Donc, celle-ci est très bien. Qu'est-ce que je peux faire de plus, de moins ou de mieux pour? On demande du feedback de façon directe et explicite. J'ai besoin de recevoir votre feedback. Ou s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me donner du feedback? Je voudrais savoir ce que tu as pensé de tel truc. Donc, et être le plus factuel possible. Et il faut être ouvert et bienveillant face au retour reçu. Donc, pas dire, mais non, c'est pas vrai, ou ouais, mais bon, c'est vrai, j'étais fatiguée, etc. Donc, il faut assumer, accepter, recevoir le feedback qui est donné et remercier la personne pour son feedback. Une fois qu'on a fait ça, qu'on a reçu le feedback, il faut montrer qu'on prend en compte les feedbacks. Donc, on corrige immédiatement ce qui peut l'être. Donc, du genre, elle donne un exemple sur les semaines de feedback, enfin, un truc dont on parlera tout à l'heure. Et beaucoup de gens s'étaient plaints du café. Et bien, tout de suite, elle a fait une petite réunion, elle a demandé aux gens de choisir d'autres cafés et hop, elle a changé le café et ça a motivé, ça a changé complètement des choses très importantes dans l'équipe qui ont vu qu'ils peuvent être écoutés, qu'ils peuvent être entendus, qu'il peut y avoir un résultat sur ce qu'ils font. Et en plus, le café était meilleur, donc les gens étaient plus contents. On peut créer un backlog des actions à mener qui ne peuvent pas être traitées immédiatement et suivre le progrès, parce que tout ne peut pas être corrigé tout de suite, d'un seul coup ou immédiatement. Et en cas de doute, si on reçoit un feedback qui vraiment laisse perplexe, où on se demande tiens, enfin, ça a l'air bizarre, on peut demander à d'autres personnes la confirmation en disant, voilà, j'ai entendu que, ou quelqu'un m'a dit que, qu'est-ce que tu en penses toi? Pour voir, parce que ça ne veut pas dire que tout feedback est forcément vrai non plus. Et si les gens ne répondent pas, ou s'ils ont l'air évasifs, ou si les feedbacks sont trop mignons, ça veut dire que la culture du feedback est encore loin. Et il y a quelques petites astuces pour favoriser les meilleurs feedbacks. Alors, il y en a un, la boîte orange. C'est un peu comme la boîte à idées, mais c'est la boîte à feedback. Donc, on demande aux gens de mettre dedans un papier dans lequel ils notent ce qu'ils voulaient donner en feedback. On peut en faire un rituel obligatoire. Elle racontait comment, au Japon, les gens n'ont pas du tout l'habitude du feedback et dire des choses, notamment dire des choses tout court, mais notamment des choses désagréables, ça ne se fait pas. Juste, ça ne se fait pas, c'est impoli. Donc, elle s'est un peu demandé comment elle va faire et puis elle a, comme culturellement les employés japonais sont plutôt obéissants, elle a instauré des séances de feedback obligatoires. Donc, ils sont obéissants, ils étaient obligés. Et elle leur a dit, vous pouvez faire les feedbacks que vous voulez, mais à condition de rester poli. Et du coup, les gens se sont donné des feedbacks obligatoires en restant polis, mais ils ont vraiment commencé à donner du feedback et puis après, ils sont rentrés dans le truc et il n'y avait plus besoin d'encadrer ça. La semaine du feedback aussi, c'est une genre ça peut être un rituel d'entreprise pour encourager les feedbacks de tous, à tous les niveaux. Donc, c'est aussi avec les bonnes idées, les idées d'amélioration, des choses de ce genre-là. Parce qu'un feedback, c'est pas forcément que du feedback aussi totalement personnel, comme par exemple le café. Hein. C'est plus facile, ce genre de choses, mais on peut mélanger tout. Et une fois qu'on a montré qu'on a reçu son feedback, donc on a montré qu'on est à l'écoute, qu'on le pratique d'abord avec soi-même et qu'on est capable de l'encaisser et que ça a des effets, on peut très vite donner aussi du feedback. Alors, elle dit, donnez ces feedbacks vite, immédiat. Et ce n'est pas la peine de bloquer une réunion d'1 heure pour faire un feedback, ça peut être fait en 2-3 minutes entre deux portes. Alors, c'est un peu contradictoire avec ce qu'on entend souvent hein, par rapport au feedback, mais immédiat, très rapide, en face à face. Donc, vraiment, entre deux portes, c'est très bien.
Si on n'est pas en face à face, aujourd'hui avec le télétravail, parfois c'est difficile et du coup ça prendrait trop longtemps éventuellement de faire un feedback face à face. Ça peut être en visio ou même au pire par téléphone, mais pas par écrit. Parce qu'on veut être attentif au non-verbal, savoir comment le feedback est perçu. Donc éviter surtout les mails ou les textos. Et un feedback doit être factuel et constructif. Donc il faut être spécifique et concret. Et elle donne un petit type, le SCI, situation, comportement, impact. C'est-à-dire ne pas parler de la personne, mais parler de la situation, du comportement de la personne et de l'impact que ça a eu. Parce qu'un comportement peut changer, une personne pas forcément. Donc ne mettez pas en cause la personne elle-même, juste son action. Ça demande de l'humilité ontologique, c'est-à-dire ne pas confondre votre perception et la réalité. Parce qu'il n'est pas dit que le feedback que vous allez donner est vrai. C'est votre interprétation de quelque chose. Donc, vous allez le donner, mais il est possible que vous ayez tort. Donc, il faut avoir cette humilité de savoir qu'éventuellement, on est à côté de la plaque. C'est possible. Et il faut être aussi attentif aux biais. Donc, biais de genre, biais raciste, biais de promotion, biais d'évaluation, biais sur les fiches de poste. Elle donne des tas d'exemples dans son livre sur des biais de genre notamment. Et elle, par exemple, on a tendance à évaluer de façon différente et à juger de façon différente les femmes et les hommes sur à peu près tout. Et c'est quasiment tout le temps au détriment des femmes. Et elle donne un exemple flagrant. À un moment donné, un orchestre avait décidé de recruter juste en entendant les gens sans les voir. Donc, les candidats étaient écoutés, on entendait leur musique, et le nombre de femmes embauchées a été multiplié par 5. Et il s'agissait de faire de la musique. Par rapport au biais raciste, elle dit, c'est par exemple quand elle donne un exemple de recrutement. Si vous recrutez, alors j'ai pas mis de diapo à ce sujet, mais il y a tout un processus pour les recrutements. Donc, elle propose 4 personnes pour recruter quelqu'un, pour éviter justement les biais qu'il y ait une personne qui sente ou qui sente pas quelqu'un et que ça soit un peu, enfin, ou même beaucoup biaisé. Donc, elle dit, mais faites attention, par exemple, si c'est une femme qui vient, qu'elle ne soit pas auditionnée par 4 hommes, qui est aussi au moins une femme. Si c'est, je ne sais pas, quelqu'un de racisé, hein, comme on dit aujourd'hui, ben que ça ne soit pas 4 hommes blancs de la quarantaine. Vous voyez un peu le principe, que les recruteurs soient aussi diversifiés que les gens qu'ils veulent recruter. Et pareil pour les promotions. Quand on décide des promotions, on n'a pas les mêmes critères pour les femmes que pour les hommes. On a tendance à plus promouvoir les hommes. Par exemple, quand une femme est très assertive, on dit c'est une bully, elle est rentre dedans, c'est un bulldozer. Quand c'est un homme, on dit ah il est super, il est assertif, il sait s'exprimer, il sait ce qu'il veut. Et on va promouvoir l'homme. Donc, et c'est comme ça que dans des entreprises, on recrute 50-50, mais à la fin, dans les postes de direction, ben, il y a à peine 20% de femmes. Donc, être très attentif à ces choses-là et proposer des pistes d'amélioration. Quand vous faites un feedback à quelqu'un, proposez-lui des pistes d'amélioration ou votre aide ou demandez-lui comment il peut faire, quelles sont ses idées à lui pour s'améliorer. C'est OK jusqu'à maintenant? Tout va bien? OK. Donc, comment on construit maintenant une culture du feedback? Donc là, on a parlé du feedback qui est demandé pour soi-même, du feedback que l'on fait à autrui, mais pour installer une culture de feedback généralisée, il y a quelques trucs à faire. Donc, le premier, c'est de former tout le monde à la franchise bienveillante ou de manière générale à la culture du feedback. Donc, les gens ne vont pas se mettre à faire du feedback comme ça si on ne leur a pas demandé de le faire et donné les outils pour le faire. Donc, déjà, les former. Et être là lors des premiers échanges pour recadrer si besoin, parce qu'il faut faire attention à ce que ça ne soit pas personnel et tout ça.
Elle raconte une anecdote amusante, comment je crois que c'était chez Twitter, ils avaient acheté 2 peluches, une peluche orque et une peluche d'un singe qu'ils ont appelé Oups. Et pendant les rétrospectives ou pendant les réunions de feedback, la peluche orque, c'était un peu comme l'employé du mois ou l'employé de la semaine, vous voyez. Donc, chacun devait raconter quelque chose de bien qu'a fait quelqu'un d'autre. Et on donnait l'orque à celui qui avait fait le meilleur truc, voilà, celui qui avait accompli le travail le plus apprécié pendant la période écoulée. Donc, il avait l'orque. Et la fois d'après, c'est lui qui donnait l'orque à quelqu'un d'autre, etc. Comme ça, l'orque passait à chaque fois de l'un à l'autre pour récompenser le meilleur travail de la semaine. Et le singe, oups, c'était le contraire, la bourde. Oups, j'ai fait telle ou telle bourde. Et l'intérêt de partager une bourde, c'est pour éviter aux autres, bien sûr, de la refaire. Donc pareil, on donnait le singe oups à celui qui avait fait la plus belle bourde. Alors, c'était parfois pas facile, au moins au début, pour les gens de revendiquer le singe oups. Donc, le manager avait mis un billet de $10. Donc, et il a dit, ben voilà, les 3 premiers qui font leur oups prennent un billet. Et donc, il y en a ça donnait quelque part la possibilité aux gens de dire après, oui, non, mais j'étais motivée par les $10. Et petit à petit, c'est rentré dans la culture aussi. On n'avait plus besoin de l'argent. C'était devenu quelque chose d'admis. Et quand les gens commencent à partager leur oups, eh ben, il n'y a plus de soucis. Après, c'est plus quelque chose de dévalorisant. Ça devient au contraire à la fois amusant et profitable à tout le monde. Parce que l'idée de parler de ces problèmes, de ces échecs, de ces bourdes, c'est vraiment pour pouvoir les éviter ensuite. Et donc, on laisse se développer la culture du feedback dans l'entreprise. À un moment donné, on n'est pas obligé d'être présent à chaque fois. Au début, il faut l'être pour cadrer un peu, mais après, il faut les laisser faire. Et il y a aussi le feedback des équipes sur leur manager. Donc, si quelqu'un est un manager de manager, il ne va pas manager tout le monde. Donc, il y aura des managers qui vont eux-mêmes manager des gens. Donc là, on peut les aider à recevoir du feedback sur eux-mêmes de la part de leurs équipes. Donc, c'est quelque part un genre de feedback des N-1. Eh, qu'est-ce qui s'est passé là? Pardon, tout d'un coup, mon diaporama a sauté. Vous voyez toujours mon partage d'écran? Oui, Sylvie, on voit toujours. D'accord. OK. Donc, comment ça se passe avec les N-1? Le truc avec les N-1, c'est que d'abord, il faut en parler avec les managers et leur expliquer. Donc, l'objectif, c'est qu'ils puissent s'améliorer. Donc, il faut leur expliquer la démarche. Et on réunit les managers du manager et on leur demande un feedback sur leur manager. Et ensuite, donc, il faut mener ces réunions-là dans un temps court et pour tous les managers sans exception, qu'il n'y ait pas quelqu'un qui se sente visé en disant « Ah, je manage mal, elle me fait les feedbacks des N-1, etc. » Donc, ça doit être une routine. Et il faut veiller au cadre, donc bienveillance, remarque factuelle. Donc, ça, c'est quand on a les N-1 hein, pour s'assurer que ce n'est pas en genre on est là pour taper sur le manager, mais vraiment pour faire du feedback. Donc, pas de coup de poignard dans le dos. Et immédiatement après, on fait une restitution au manager de ce qui a été dit et on voit avec eux quelles sont les améliorations qui peuvent être faites et comment on peut les suivre, etc. Donc, c'est un peu la même chose que de ce qu'on fait pour soi-même, mais on aide les managers, donc ces managers directs, à le faire. C'est une autre méthode pour qu'ils puissent le faire par rapport à leurs équipes. Donc, elle dit que c'est extrêmement utile. Moi, je n'ai jamais vu ça encore en place, mais ça donne envie. C'est intéressant. Alors là, je vous partage quelques pratiques supplémentaires. Donc, on a fini avec les règles générales du Radical Candor. Donc, maintenant, elle donne quelques idées que j'ai beaucoup aimées. Donc, on a ici un axe de l'axe des résultats, entre résultats faibles et excellents résultats. Et le deuxième axe, c'est l'évolution rapide et l'évolution progressive. C'est-à-dire que les gens
se classe, chaque personne dans l'équipe a une certaine qualité de résultat qui va dans l'axe horizontal et une certaine aspiration dans son évolution, donc entre évolution progressive et évolution rapide. Donc ici, on va trouver les gens qui n'ont pas des très bons résultats et qui aimeraient bien évoluer. Donc la petite flèche, là, signifie il faut les aider. Parce que tant qu'ils restent là, ça ne va pas très bien marcher. Donc, on espère que leurs résultats s'améliorent. Et si leurs résultats s'améliorent, ils vont arriver à la case suivante qui est donc d'excellents résultats. Et certains peuvent commencer là tout de suite sans être passés par des résultats médiocres. Donc, et ils vont évoluer donc vers des très bons résultats. Et ça, ce sont les superstars qui vont performer au sein de l'équipe jusqu'au moment où ils vont aller chercher leur bonheur ailleurs ou vous remplacer quand vous irez chercher votre bonheur ailleurs. On a ici, donc dans les gens qui ont des résultats tout à fait corrects, ceux qui vont évoluer vers des meilleurs résultats et ceux qui vont éventuellement aller vers des moins bons résultats. Donc, ceux qui restent sur place, bien sûr, mais ceux qui vont évoluer vers des bons résultats, ça sera vos rockstars. Donc, vos rockstars, ils ont d'excellents résultats exactement comme les superstars. Par contre, eux, leur récompense, ça ne sera pas de les faire évoluer, mais ça sera de les confirmer dans leur rôle et de voir qu'est-ce qui peut… Donc, au niveau rémunération, d'ailleurs, ils doivent être récompensés tout autant que les superstars. Et par contre, il faut bien voir comment on leur donne des choses qui vont les motiver pour les garder en tant que rockstars. Ce sont les piliers de votre équipe. Et là, vous avez ceux qui sont sur le déclin ou qui n'ont jamais réussi à progresser et qui ne cherchent pas non plus à le faire. Il faut savoir les licencier. Et il faut aussi savoir licencier les rockstars les superstars qui sont décevants en fait, qui n'évoluent pas, qui sont venus pour faire une évolution rapide et ça ne marche pas du tout. Donc, le savoir licencier est très important. Donc, gérer les évolutions de carrière, c'est reconnaître les bons résultats de tous, rockstars ou superstars, et les récompenser, mais pas de la même manière, et savoir reconnaître les résultats faibles, et soit aider les personnes à progresser, soit les licencier dès qu'il est clair que le travail ne leur permet pas de progresser et que vous n'avez pas mieux à le confier. Parce que parfois, on peut aussi garder quelqu'un qui a des résultats faibles parce qu'on se dit il a du potentiel et peut-être que dans un autre service, ça pourrait marcher. Donc, ce n'est pas forcément, encore une fois, la personne qui est en cause. Ça peut être aussi que ce qu'on lui donne à faire ne correspond pas. Donc, vous voyez là, le côté bienveillant. On cherche d'abord à faire quelque chose qui marche bien pour la personne. Et si vraiment ça ne marche pas, là, on s'en sépare. Mais on s'en sépare pas en se disant il est nul. On s'en sépare en disant ça n'a pas marché entre nous. Alors, une autre bonne pratique, et pareil, c'était pour moi une découverte très intéressante, c'est les entretiens d'évolution de carrière, à faire 2 fois par an. C'est un processus en 3 temps. Donc, dans ces 3 temps, c'est 1 heure chaque fois, hein, donc 45 minutes avec la personne et 15 minutes pour prendre des notes à chaud. Donc, la première session, c'est l'histoire d'une vie. Vous demandez à la personne de vous raconter sa vie depuis la maternelle. Et ceux qui n'aiment pas parler d'eux de façon trop personnelle, vous pouvez demander depuis sa première expérience professionnelle. Et attardez-vous sur les changements, les transitions, parce que c'est les moments qui permettent de comprendre la personne, ses choix, ses aspirations. Donc, pourquoi les questions, ce n'est pas juste tu as fait ceci et puis tout d'un coup tu as fait cela, c'est qu'est-ce qui a fait que tu as eu envie de changer, pourquoi tu es passé de ceci à cela. Donc, ça vous permet de mieux connaître la personne et souvent, ça permet à la personne aussi de prendre conscience de choses. C'est un petit peu comme du coaching, hein, pour ceux qui sont aussi coach pro, vous voyez un petit peu où ça peut aller. 1 semaine après environ, vous faites la 2e séance qui est la séance des rêves. Donc, maintenant que vous connaissez les aspirations de la personne, demandez-lui quels sont ses rêves. Qu'est-ce qui serait pour elle la meilleure vie la meilleure vie possible. Et c'est assez inhabituel de demander en entreprise ça et souvent les gens vont dire des trucs qui leur semblent être ce que le manager a envie d'attendre. Donc, et c'est là que le manager doit vraiment chercher à sortir du cadre de l'entreprise et à demander oui, non, mais dans 5 ans ou dans 10 ans, tu te vois où, qu'est-ce que tu aurais envie de faire, ou si tu pouvais ne pas travailler, tu ferais quoi, voilà, pour essayer vraiment d'attraper les aspirations, les rêves, les choses que la personne a vraiment envie de faire.
Et pareil, on laisse passer une semaine. Et ensuite, le troisième entretien, c'est le plan sur 18 mois. Donc là, vous voyez avec la personne de quoi elle aurait besoin pour avancer vers son rêve. Et quels sont les apprentissages et quelles sont les expériences qu'elle a besoin de mener pour aller vers son rêve. Et comment son travail va lui permettre de faire ça. Donc, en fait, on cherche à mettre son travail en adéquation avec son rêve. Et du coup, vous imaginez la motivation et l'efficacité d'une personne qui, tout en travaillant pour l'entreprise, est en train d'avancer vers son rêve. Alors oui, j'ai vu le message, les coachs pros ne sont pas intéressés par le passé. Pas forcément. Ça dépend des méthodes qu'on utilise. On n'est pas tous systémiciens. La systémique, non, mais il y a d'autres méthodes aussi. Et là, il s'agit d'aller dans le passé pour aller chercher des aspirations. Donc, ce n'est pas juste par curiosité malsaine. Vous voyez, donc voilà. Ça, et ça, ces trois entretiens-là qu'on fait à peu près 2 fois par an permettent de vraiment connaître les gens et de vraiment s'intéresser à eux. Ça crée une empathie folle. Donc, alors, l'autre bonne pratique supplémentaire, donc ça, on connaît déjà en tant qu'agiliste ou en tant que coach, c'est le fait de travailler en équipe, l'intelligence collective et tout ça. Donc, elle détaille un peu ça, donc avec un processus en 7 étapes, écouter. Donc, tout part de l'écoute. Hein. L'écoute, c'est le premier. Donc, il faut écouter les gens, clarifier qu'est-ce qui se passe, etc., des temps de réflexion, réunion de service, débattre quand on se demande comment faire, qu'est-ce qu'il faut faire, comment on va le faire, etc. Donc, des débats. À un moment donné, il faut prendre des décisions, convaincre tout le monde que la décision est la bonne, exécuter les décisions, apprendre, voir comment ça marche, etc. Et puis, la boucle tourne. Donc, ce qu'elle propose, c'est vraiment commencer par écouter, dédier des temps spécifiques pour la clarification, les débats, les décisions. Elle sépare vraiment les choses. Et elle dit que en fait, quand on mélange tout dans la même réunion, ben, il y a certains qui veulent décider vite et les débats les font chier et ils sont pas contents. D'autres sont plutôt venus pour débattre et ils veulent rentrer dans tous les détails et ça les énerve si on essaye de prendre des décisions avant que tout ait été vraiment clarifié, etc. Donc elle dit on fait des réunions spécifiques pour chaque étape et on invite aux réunions que ceux qui doivent être à la réunion. Par contre, on permet à chacun d'être présent. Donc, si quelqu'un pense qu'il a envie d'être là ou c'est important qu'il soit là, il peut venir. Les réunions sont ouvertes. Donc, ce n'est pas une genre de réunion entre initiés. C'est juste pour essayer de prendre le moins de temps possible. Donc, on invite a priori que les gens nécessaires. Mais tout le monde peut venir. On utilise des techniques de facilitation pour rendre les réunions efficientes. Par exemple, les chapeaux de Bono pour la clarification ou la prise de décision par consentement pour prendre les décisions. Donc, il y a des tas de techniques pour rendre chacune de ces réunions efficientes. On doit réserver, tout le monde doit se réserver du temps sans réunion. Donc, c'est le temps pendant lequel les gens exécutent le travail. C'est le temps aussi que les managers doivent prendre pour faire eux-mêmes leur propre travail et pour réfléchir. Ils ont besoin de temps pour réfléchir, les managers. Utiliser le management visuel, notamment Kanban, pour sortir du micromanagement et faciliter la coordination et la circulation des informations. Donc ça, on le sait bien, hein, le management visuel économise beaucoup de temps. Mener une démarche d'amélioration continue. Donc, a priori, on connaît tous. Et être toujours à l'écoute. Donc, elle propose pour bien écouter, par exemple, faire des promenades à pied. Donc, discuter avec les gens pendant qu'on marche, ça donne autre chose que quand on est assis dans un bureau. Et bien sûr, les feedbacks, les one-to-one, etc. Donc, et pour mettre Radical Candor en place, donc partagez les histoires, montrez vos vulnérabilités, demandez du feedback, prouvez que vous pouvez encaisser, lancez les entretiens d'évolution de carrière dont on vient de parler, perfectionner les feedbacks et travailler en équipe. Et avec ça, on peut mettre en place toute la démarche et avoir des super équipes. Et voilà.